Aujourd'hui, le ministère de la Justice et le département d'État annoncent une récompense historique de 50 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Maduro utilise des organisations terroristes étrangères comme le TDA Sinaloa et le cartel des Fils pour introduire des drogues mortelles et de la violence dans notre pays. Il est l'un des plus grands narcotrafiquants au monde et constitue une menace pour notre sécurité nationale. Nous avons donc doublé sa récompense à 50 millions de dollars. Sous la direction du président Trump, Maduro n'échappera pas à la justice et il sera tenu responsable de ses crimes odieux. Qu'est-ce que tu viens de voir? Une déclaration de la procureure générale américaine, où elle met une récompense de 50 millions de dollars sur la tête d'un président en plein mandat. Et ce n'est pas quelque chose de normal, parce que Maduro n'est qu'un dictateur de plus que les États-Unis n'aiment pas. Il vient d'être officiellement classé comme chef d'une organisation terroriste. Et tu sais ce que ça veut dire. Les Américains peuvent désormais faire des choses inédites. Des choses comme envoyer des navires de guerre directement dans les Caraïbes. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Des destroyers, des avions de surveillance, une opération complète qui se déroule en ce moment dans les eaux près du Venezuela. Au milieu de cette tension, toute la Russie a fait quelque chose de très étrange. Mais commençons par ce qui se passe en ce moment même. Pendant que vous regardez cette vidéo, une flotte militaire américaine patrouille la mer des Caraïbes. Nous ne parlons pas de quelques bateaux de la garde côtière. Nous parlons de destroyers de classe Arleigh Burke, d'avions de surveillance, Airborne Warning and Control System de Drone Guardian, de navires de combat littoral. Une démonstration de force qu'on n'avait pas vue dans la région depuis des décennies. Cette mobilisation fait partie des opérations antidrogue, renforcées du commandement sud-américain. Le centre de commandement se trouve à Key West, en Floride, où une organisation unique, appelée Force opérationnelle interagence conjointe sud, coordonne le personnel de toutes les branches des forces armées, des agences fédérales, comme la Drug Enforcement Administration, qui est l'agence antidrogue américaine, et des officiers de liaison de 22 nations partenaires. Mais voici le détail qui change tout. Pour la première fois dans l'histoire, les cartels de la drogue ont été officiellement classés comme organisations terroristes étrangères. Ce n'est pas seulement un changement de nom, c'est une révolution juridique qui permet aux États-Unis de faire des choses qu'ils n'ont jamais pu faire auparavant. Avant d'expliquer ce que cela signifie en pratique, il y a quelque chose que vous devez savoir. La semaine dernière, un avion cargo russe a passé 3 jours au Brésil, sur la base aérienne de Brasilia. Ensuite, il s'est envolé vers la Bolivie, où il a éteint son transpondeur, le système qui permet de suivre l'appareil et d'identifier sa position. Peu de temps après, il est réapparu à Caracas, au Venezuela. En d'autres termes, l'avion a disparu du radar intentionnellement pendant une partie du vol. Le gouvernement brésilien n'a pas expliqué la raison de la visite. Mais les parlementaires du pays ont remis en question l'entrée sans autorisation du gouvernement. Serait-ce une coïncidence? Avant de répondre, je dois t'expliquer quelque chose. Après tout, que signifie transformer les cartels en terroristes? Eh bien, pendant des décennies, des groupes comme le cartel de Sinaloa étaient classés comme des organisations criminelles transnationales, c'est-à-dire des groupes qui opèrent dans plusieurs pays, franchissant les frontières internationales. Cela limitait les actions américaines à des opérations policières traditionnelles, enquêtes, saisies, arrestations. Mais maintenant, avec la désignation d'organisations terroristes étrangères, les règles du jeu changent complètement. D'abord, pourquoi cela permet-il une guerre financière totale ? Les États-Unis peuvent désormais geler tous les actifs de ces groupes dans le système financier mondial. Toute banque, entreprise ou personne qui fait affaire avec eux sera confrontée à des sanctions secondaires. Pour vous donner une idée, c'est le même traitement réservé à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Cet outil est dévastateur, car il isole économiquement les groupes du système financier international.
Deuxièmement, c'est le point le plus radical. Il autorise une action militaire directe. Donald Trump a signé une directive secrète permettant au Pentagone de préparer des opérations militaires contre ces groupes, y compris sur le sol étranger, sans le consentement du pays hôte. Pour la première fois, les membres des cartels peuvent être traités comme des combattants ennemis, et non comme des criminels. Cela ouvre la porte à des frappes de précision avec des drones ou à des opérations des forces spéciales. Troisièmement, cela élargit considérablement les sanctions légales. Toute personne qui fournit tout type de soutien matériel à ces groupes peut être poursuivie en vertu des lois antiterroristes, avec des peines bien plus sévères que pour les crimes liés à la drogue traditionnelle. Même le fait de payer des frais d'extorsion pour opérer sur un territoire contrôlé par les cartels peut être interprété comme un soutien matériel au terrorisme. Mais en tant qu'au final, qui sont exactement ces nouveaux terroristes? Regarde, la première cible, et c'est le Sinaloa, l'une des organisations criminelles les plus anciennes et puissantes du Mexique. Ses racines remontent à la fin des années 80, lorsque le puissant cartel de Guadalajara s'est fragmenté après l'arrestation de son chef. De cette division était née la faction de Sinaloa, qui a rapidement grandi pendant les années 90. Fondée sur les cendres de l'empire d'El Chapo Guzman, le cartel est désormais divisé entre deux factions en guerre. La vieille garde, dirigée par Ismael El Mayo Zambada, un opérateur discret qui n'a jamais été capturé, jusqu'à la mi-2024, et les jeunes violents, connus sous le nom de Los Chapitos, fils d'El Chapo. La rivalité interne alimente la violence sur leur territoire, mais cela n'a pas empêché leurs opérations de s'étendre à travers le monde. Ce qui rend le Sinaloa particulièrement dangereux, c'est son adaptation au marché des drogues synthétiques. Alors qu'ils continuent de faire passer de la cocaïne, ils sont devenus les principaux producteurs de fentanyl pour le marché américain. En utilisant des précurseurs chimiques venant de Chine, ils exploitent des laboratoires clandestins au Mexique, produisant une drogue 100 fois plus puissante que la morphine. Pour te donner une idée, une quantité plus petite qu'un grain de sel peut tuer une personne. Et, pire encore, c'est bien plus lucratif et facile à faire passer en contrebande que les drogues à base de plantes. La deuxième cible est complètement différente. Le cartel de Los Soles du Venezuela n'est pas un cartel traditionnel, c'est un réseau diffus d'officiers militaires et de fonctionnaires gouvernementaux corrompus. Le nom vient des insignes en forme de soleil sur les uniformes des généraux vénézuéliens. Les analystes le décrivent comme une structure sans hiérarchie claire, peu organisée, qui fonctionne plutôt comme un réseau d'individus corrompus utilisant leur poste officiel pour faciliter le trafic. Mais qu'est-ce qui rend cette accusation de Trump si importante? Cela signifie, en d'autres termes, que tout le pays est devenu un narco-État. Et dans ce sens, le Venezuela ne serait pas seulement un point de transit pour les drogues, mais plutôt une base opérationnelle, protégée par l'État pour les cartels internationaux. Selon les Américains, ce réseau est dirigé par Nicolás Maduro lui-même. Et maintenant, tu comprends pourquoi ils ont mis une récompense aussi attrayante pour sa capture. Le troisième groupe ciblé est sans doute le plus troublant. Le train d'Aragua a commencé comme un gang de prison au Venezuela, mais il s'est répandu comme un virus dans toute l'Amérique du Sud, suivant les routes de migration vénézuéliennes. Sous la direction de Héctor Niño Guerrero, le gang a consolidé son pouvoir à l'intérieur de la prison de Tocoron, qui servait de quartier général, avec piscine, zoo et boîte de nuit. Contrairement au cartel traditionnel axé sur la drogue, le train d'Aragua opère selon un modèle criminel diversifié. Trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, extorsion de migrants et d'entreprises, enlèvement contre rançon, vol, assassinat. Ils profitent des communautés de migrants vulnérables, qui ont peur de s'adresser aux autorités locales. Leur expansion a été favorisée par la crise humanitaire vénézuélienne, qui a forcé des millions de personnes à migrer. Maintenant, tu veux savoir comment les pays de la région ont réagi à cette escalade militaire américaine? Tu vas sûrement être surpris par la réponse.
Le Mexique, partenaire clé des États-Unis contre les cartels, a réagi avec fermeté diplomatique. La présidente Claudia Sheinbaum a été catégorique. Il n'y aura pas d'invasion du Mexique. Bien qu'il existe une coopération et une collaboration, une intervention militaire est absolument hors de question. Cette position est enracinée dans l'histoire mexicaine et dans l'importance primordiale de la souveraineté nationale. Mais, en même temps, pour éviter une pression accrue, le gouvernement mexicain a fait des concessions stratégiques. En août, il a extradé 26 chefs de cartel vers les États-Unis, suivant une extradition similaire de 29 figures en février. Les autorités mexicaines l'ont présenté comme des décisions souveraines, visant à empêcher les criminels de continuer à opérer depuis les prisons mexicaines. Les analystes ont une interprétation différente. Ils pensent qu'il s'agit d'une concession visant à éviter des actions plus agressives, comme des tarifs commerciaux ou une intervention militaire. Le Venezuela a adopté une posture de confrontation totale. Maduro a organisé des marches anti-impérialistes et a dénoncé les accusations comme étant une fabrication politique destinée à justifier un changement de régime. Il nie catégoriquement l'existence du cartel de Los Soles et affirme que les États-Unis n'ont présenté aucune preuve vérifiée devant le tribunal. Le gouvernement vénézuélien a qualifié ces actions de rideaux de fumée ridicules et d'opérations de propagande politique grossières. La Colombie, alliée proche des États-Unis, a exprimé son inquiétude. Le président Gustavo Petro a averti que toute opération militaire non consensuelle serait considérée comme un acte d'agression contre l'Amérique latine et les Caraïbes. La question centrale demeure, cette stratégie va-t-elle fonctionner ? Je dois te dire que les chiffres officiels sont impressionnants. En seulement 12 semaines, l'opération a abouti à la saisie de 120 tonnes de stupéfiants et à plus de 1000 arrestations, pour une valeur estimée à des milliards de dollars. Donald Trump a annoncé ces résultats comme preuve du succès de la nouvelle approche. Une campagne internationale exceptionnelle. Cette opération combinée a abouti à l'introduction de plus de 120 tonnes de stupéfiants. Quelqu'un sait combien cela représente? C'est une quantité de milliards et de milliards. Et l'arrestation de plus de 1000 trafiquants. Ces actions ont privé le cartel de milliards, plusieurs cartels de milliards et de milliards. Elles ont évité la perte de nombreuses vies américaines, comme on l'a constaté aux États-Unis. En seulement 4 jours en mai, nos courageux hommes et femmes de la garde côtière ont intercepté 3 narcos sous-marins remplis de drogues toxiques. Ils ont empêché des milliers de kilos de stupéfiants mortels d'atteindre nos rues et notre ville. Cependant, une analyse d'un organisme de contrôle du gouvernement américain, qui agit comme un audit interne du Congrès, a révélé un problème grave. Le département de la Défense n'a pas mesuré si l'opération a réellement fonctionné et n'a pas de plan pour l'évaluer à l'avenir. En d'autres termes, ils ont défini des objectifs, mais n'ont pas créé de moyens de mesurer s'ils atteignent ces objectifs. Cette critique touche à un vieux problème des opérations militaires contre la drogue, ce qu'on appelle l'effet ballon. Quand on appuie sur un côté du ballon, il gonfle de l'autre. Si on augmente les patrouilles dans les Caraïbes, les trafiquants changent simplement d'itinéraire. Ils passent par voie terrestre en Amérique centrale, prennent des routes plus longues par le Pacifique ou cachent la drogue dans des cargaisons commerciales légales. Les cartels sont extrêmement adaptables. Ils considèrent les saisies comme faisant partie du coût des affaires. Comme une entreprise qui calcule déjà les impôts et les pertes, les profits sont si énormes qu'ils peuvent facilement absorber ces pertes. L'histoire nous montre que, même lorsqu'on confisque des tonnes de drogue, cela n'affecte presque pas le prix dans les rues américaines, et encore moins la pureté des substances. C'est la vieille histoire. Tant qu'il y aura des gens qui voudront acheter, il y aura toujours quelqu'un pour vendre. Tu te rappelles de l'avion russe mystérieux mentionné plus tôt ? Alors, justement, pendant cette montée des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, un avion militaire russe, sanctionné par les Américains,
a suivi une trajectoire étrange. Il est parti de Moscou, est allé à Alger, Brasilia en Bolivie et a atterri à Caracas, la capitale vénézuélienne. Elle a passé 3 jours cachée sur la base aérienne brésilienne, a désactivé son transpondeur une partie du vol pour disparaître du radar et n'a pas déclaré sa destination. L'Agence nationale de l'aviation civile a confirmé que la société russe n'avait plus d'autorisation valide pour opérer au Brésil depuis avril 2023. Le moment où cela s'est produit a suscité beaucoup de soupçons. Cela s'est produit un jour après que Lula, le président brésilien, a eu une conversation téléphonique avec Poutine. Des députés ont demandé pourquoi l'avion était entré sans l'autorisation du Congrès. Un mouvement de marchandises a été enregistré dans le terminal public, mais cela n'exclut pas une activité dans la zone militaire de la base. Le gouvernement brésilien n'a pas précisé la raison de la visite. Cela suggère que le conflit dans les Caraïbes est bien plus vaste qu'une simple guerre contre la drogue. Cela pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans les relations tendues entre les deux superpuissances, avec le Brésil pris au milieu. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Comme vous pouvez le voir, qualifier les cartels de terroristes a complètement changé la politique américaine envers l'Amérique latine. Cela a remplacé des décennies de coopération, même imparfaite, par une confrontation directe et de la pression. Les résultats immédiats sont impressionnants. Des tonnes de drogue saisies, des centaines de personnes arrêtées et une démonstration puissante de force militaire. La question qui demeure est de savoir si cette escalade rapproche les États-Unis d'une victoire ou si elle ne fera que créer de nouveaux problèmes. Qu'en penses-tu ? Penses-tu que cette stratégie peut vraiment mettre fin au cartel ? Laisse ton commentaire et partage la vidéo si tu as trouvé ça intéressant. Si tu veux rester au courant d'analyses comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo.